Ce qu'il y avait entre eux, situé à un autre niveau, c'était plus une forme d'émulation qu'une vraie rivalité. En fait, l'aspect compétition et rivalité a été essentiellement mis en scène par la presse. C'est vraiment... la presse, c'était toi. Mais la presse, c'était en partie moi. J'entends la grande presse. Mais c'est vrai que c'était mis en scène essentiellement par ça, quoi. C'est-à-dire qu'on exploitait les phrases de l'un et de l'autre pour finalement dire, vous voyez, c'est un duel. Il faut comprendre quelque chose de très simple, c'est qu'à cette époque-là, la montagne, en fait, dans le début des années 80, ça n'intéresse personne, à part quelques montagnards. Pourquoi? Parce qu'on a eu toute une époque où la montagne, ce qui a intéressé, c'était seulement, finalement, la montagne de l'accident, la montagne de la dramaturgie. Et ça a été un peu la spécialité des René de Maison, des gens comme ça, qui ont vraiment percé dans les médias ailleurs que dans la presse, dans notre presse, la presse de la famille de la montagne. Et c'est vrai que c'était ça. Et puis là, dans les années 80, quand il y a eu ces compétitions entre les Boivin, les Escoffier, les Profits, etc., plus tard la Faille et autres, et ben ça a permis à la montagne de réintégrer les grands médias. Ça a réintéressé la télévision, ça a réintéressé Paris Match. Il n'y avait pas eu d'article de montagne dans Paris Match avant le duel de Profit et d'Escoffier. Et donc, c'est là qu'on voit bien, c'est exactement comme pour la voile. Il y avait un problème de lisibilité. Les gens se sont intéressés à la voile quand il y a eu les grandes courses, quand il y a eu les tours du monde, etc., les transatlantiques et autres. C'est à ce moment-là que les gens ont pu s'intéresser à la voile. Pourquoi? Parce qu'il y avait une compétition, et donc il y avait un vainqueur, on pouvait le célébrer, etc. La montagne, personne ne comprenait rien. Que vous affirmiez que vous aviez fait la face nord des Grandes Jorasses en 3h10 ou 4h25, en fait tout le monde s'en foutait. Par contre, si vous étiez deux à vouloir faire la même chose, à ce moment-là, les gens regardaient en se disant tiens, qui c'est qui va gagner? Est-ce qu'il y en a un qui va se casser la gueule? Bref, on avait une véritable dramaturgie compétitive, et donc on était s'intéressant. Et donc, extrait. Alors le 5 mars 1987, Kevin Escoffier est né. Plus que jamais, Laurence, c'est bien le havre de paix de ce ludion d'Éric qui court sur les montagnes et les routes de France. Éric a suivi cette grossesse de loin. Un jour, alors qu'il se rendait à pied à une émission de télévision pour laquelle Patrick Poivre d'Arvor avait installé un studio en montagne, Laurence, qui l'accompagnait, traînait un peu les pieds. Éric lui avait lancé « Ah oui, c'est vrai que t'es enceinte ». Or, c'est au cours de ce mois de mars, alors que la météo oscille entre le grand beau et le grand mauvais, que Christophe Profit relance son projet de trilogie. Il a renoncé à l'idée de réaliser ces 3 ascensions en moins de 24 heures. Il veut simplement, si l'on peut dire, enchaîner les 3 faces et accomplir son rêve. Escoffier, de son côté, n'a rien vraiment programmé. Il n'a pas non plus abandonné cette idée, mais pour l'heure, il s'est inscrit dans une autre aventure, celle du raid blanc. Ce raid imaginé sur le modèle du Paris-Dakar permet à des équipes de relier diverses stations de l'arc alpin en ski hors piste. C'est à la fois une vraie épreuve sportive, c'est également une grande fête et un show médiatique. L'équipe d'Escoffier est un joyeux rassemblement qui compte Éric Loiseau, un navigateur émérite passionné de ski, Isabelle Pâtissier, une grimpeuse, et le guide et artiste plasticien Pierre Dutrier-Vose, et votre serviteur, alors rédacteur en chef de Montagne Magazine. L'avant-veille du départ du Raid Blanc, nous sommes tous réunis dans le petit appartement d'Éric à Chamonix. Ne manque que lui, qui pour l'heure parcourt une dernière fois les allées du SIG, un salon professionnel de la montagne à Grenoble. Il doit nous rejoindre au cours de la nuit. Mais très vite, nous comprenons que nous ne pourrons pas compter sur lui. En effet, les radios viennent d'annoncer que Christophe Profit se trouve ce 11 mars au refuge de l'Échaud, prêt à en découdre avec les Grandes Jorasses. Nous connaissons tous Escoff. Et quand il nous dit qu'il file vers les gueurs et ne sera pas des nôtres, pouvons-nous vraiment nous en étonner? Il faut juste trouver quelqu'un pour le remplacer au Kilvé, et c'est le guide Jacques Castigny qui viendra nous accompagner. Éric s'est éclipsé en pleine nuit direction Lagueur, et à l'inverse de Christophe,
il ne connaît ni la face nord de Liger, ni celle du Cervin. Et il a choisi de gravir les trois faces dans un autre ordre que profit. Éric veut commencer par Liger, enchaîner par le Cervin et terminer par les grandes Jorasses, son jardin. Chacun des protagonistes est secondé par un team de journalistes et de caméramens. Christophe bénéficie de l'assistance forte de sa compagne Sylviane Tavernier, qui gère entre autres les médias. Pas d'amateurisme cette fois, ni de surenchère d'annonces. Tout est verrouillé jusqu'à l'exclusivité avec Paris Match. Et le jeudi 12 mars, Christophe entame donc son nouveau marathon sur les faces nord. Comme à son habitude, il a renoué avec le régime dissocié. Il s'agit dans un premier temps d'épuiser toutes les réserves de sucre en faisant de très gros efforts, puis de se reposer en reconstituant ses réserves avec des aliments riches en hydrates de carbone, patrie céréales. Le docteur Jean-Pierre Héry a procédé à un vrai check-up médical. Christophe est en pleine forme. Après un lever très matinal, vers 2 h du matin, le 12 mars, il rejoint le pied des Grandes Jorasses, où il a choisi de gravir l'éperon Croze. Les conditions sont un peu meilleures que lors de la première tentative, et Christophe a même la surprise de croiser 2 Tchèques qui déjeunent dans un emplacement de bivouac. À 9 h 15, il sort au sommet des Grandes Jorasses, accompagné par une ronde d'hélicoptères. À peine fatigué, il prend le temps de boire, de répondre à quelques questions des journalistes, puis déplie son parapente qui pèse 2,4 kg et s'envole vers l'Italie. C'est en minibus que Christophe rejoint Chamonix où il mange, prend un bain, se prête à une prise de sang. Il n'a perdu que 2 kilos. Un hélicoptère le transporte ensuite au pied de Liger. Il est 16 h lorsqu'il accomplit ses premiers pas sur cette face nord complexe. Et ce même jour, à minuit, alors que profite à la semelle sur une petite fille de Liger, un autre garçon de 27 ans s'est lancé dans la course. Escoffier a quitté la petite Chédègue et a démarré l'ascension de Liger. Éric ne connaît pas la face, il s'est contenté de la regarder longuement à la longue vue depuis la station d'Eger-Glatscher, histoire de découvrir de visu à quelle sauce l'ogre allait la déguster. Sa décontraction est totale. Pour ceux qui le contestent, elle est le signe de son impréparation. Il prend les choses trop à la légère. Et là, on est en plein dans le film de... Et là, on est en plein dans le film. Alors, mais à mon avis, il y a quand même une erreur d'analyse profonde dans ce film. C'est que je pense que Éric Escoffier n'est pas du tout quelqu'un qui prend les choses à la légère. Et c'est plutôt une figure de style, c'est plutôt une posture, cette histoire d'impréparation, cette histoire d'improvisation, qu'une réalité. En fait, ok, il y va, il ne connaît pas la Liger, il ne connaît pas le Cervin, ça c'est vrai. Mais par contre, il n'est pas du tout en déficit de préparation ou quoi que ce soit. Il sait très bien ce qu'il va faire, il sait très bien comment il va le faire. Et la preuve, c'est qu'il va mettre pratiquement le même temps que Christophe Profit, qui le précède de quelques heures. Ils vont mettre tous les deux 17 heures. Et on comprend, en lisant ton texte, qu'il est quand même impressionné par ces faces. Oui. Et qu'il n'y va pas, cette espèce d'insouciance, ou de désinvolture presque, quand il attaque l'escalade, c'est une façade où il est impressionné par les faces. Oui, il est impressionné par les faces, et tous deux ne cessent de déclarer, enfin, aussi bien Profit que lui, ils n'arrêtent pas de dire, ok, très bien, on fait de la compétition, voilà, ils modulent un peu, mais par contre, ils rappellent toujours que la montagne n'est pas un stade. Et ça, ils n'arrêtent pas de dire, non, mais la montagne, c'est pas un stade, on n'en fera jamais un stade. Bon, après, quand on fouille un peu, qu'on leur pose un peu des questions, Escoff, il est prêt à dire, oh bah ouais, c'est une compétition organisée, pourquoi pas. Ils sont quand même dans le paradoxe avec ça. C'est-à-dire qu'ils ont envie de s'affronter, et puis voilà, quoi. Et cette rivalité, parce que des rivalités entre alpinistes, il y en a eu auparavant, et autour de voix, bon, mais cette rivalité exprimée, clairement affichée, ça c'est nouveau. Oui, c'est nouveau. Et ce qui est très nouveau, c'est justement l'année d'avant, les 2 années avant, quand il va réussir ces 8000 au Pakistan. Il faut bien savoir qu'il réussit dans Gachar-Bourbon 1, Gachar-Bourbon 2 et K2. Il est le premier Français au sommet du K2. Et il fait ça en 18 jours. C'est la première fois qu'un être humain, qu'un alpiniste, va réussir un challenge comme ça.
Et là, c'était un peu gonflé parce que il avait annoncé un truc. Il avait annoncé, je vais au Pakistan, il avait un petit côté comme ça, m'as-tu vu quoi. Et il annonce à la radio, à Europe 1, il dit, je pars au Pakistan, je vais faire 3000 milles. Alors là, c'est le chef d'expédition qui s'appelle Jean-Pierre Frézafond, qui est quand même un tout petit peu inquiet, vu qu'ils ont de l'autorisation pour 2000 milles. Et que Escoffier n'a pas le droit de faire un autre 8000. Et il y a eu un précédent avec Gherardini. Et il y a eu un précédent, effectivement. Et ça peut être grave, parce qu'au Pakistan, on ne laisse pas passer un truc comme ça. C'est une interdiction pour 25 ans. C'est une interdiction pour 25 ans. Et une amende. Alors, si bien que il annonçait ça, il va le faire. Il fait ses 2 Gasherbrum avec Benoît Chamou, il redescend, il file au K2, et Frézafond qui doit le rejoindre, il a l'officier de liaison qui commence à me dire mais là ça va pas là l'histoire d'Escoffier qui va grimper le. Alors c'est le Frézafond qui est pas fou et qui se dit merde c'est moi le chef d'expert, il prétexte un infarctus et se fait rapatrier en France en laissant Escoffier se débrouiller sur la montagne et gravir de façon extraordinaire le K2 avec Loretan, Troilet, ces Suisses très doués. Ouais. Il va faire ça. Et finger in the nose, mais ça va être aussi une très grosse blessure, puisque le jour même, le lendemain plutôt, un de ses compagnons de cordée favoris, qui s'appelle Daniel Lacroix, qui fait partie du clan lyonnais, va se tuer à la descente, va disparaître à la descente. Et ça, je pense que pour Éric, c'est une blessure très très importante. C'est quelque chose qui va le marquer, même s'il l'exprime peu. En tout cas, quand il l'exprime, on sent que cette disparition de Chavel, c'est quelque chose d'unique.